Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et je vous propose de revoir au sein de ce podcast les éléments clés qu'il faut connaître sur l'Australie viticole. Alors de revoir ou de voir. En fait, récemment, vous avez eu une masterclass de la dégustation qui était consacrée aux vignobles australiens et en particulier au vin rouge d'Australie. Et donc, comme souvent, à l'issue d'une masterclass, je vous propose un petit quiz pour se tester. Alors, si vous n'avez pas suivi la masterclass ou si vous ne faites pas partie des masterclass, ce podcast est quand même pour vous, puisque au sein des questions, je vous rassure, j'y réponds aux questions, donc ça va vous permettre de mieux connaître l'Australie comme vignoble. Alors, c'est quelques questions que j'écris au moment de la masterclass, donc et ensuite j'y réponds avec vous au travers de ce podcast. Alors, il y a quelques questions, il y a 6 questions en tout. Première question, elle porte sur les cépages. Quels sont les 4 cépages rouges clés de l'Australie? Alors, cépages rouges, puisque la masterclass était sur les rouges, on ne vous parle pas ici des blancs. Alors, les cépages rouges clés, les principaux que vous allez trouver en Australie, ça va être d'abord la Syrah, qu'on appelle Shiraz, le cépage le plus planté d'Australie. Puis, l'assemblage bordelais type, c'est-à-dire Cabernet Sauvignon et Merlot, et ensuite le Pinot Noir. Alors ici, la question, elle porte sur les cépages rouges, donc je ne parle pas des cépages blancs, logiquement, mais si je fais une petite parenthèse, vous vous souvenez peut-être, si vous avez suivi la masterclass, que finalement, au sein de l'Australie, il y a 3 cépages seulement qui, à eux seuls, représentent 60% du vignoble. Et ces 3 cépages, c'est d'abord la Syrah, on en a parlé, le Cabernet Sauvignon, on en a parlé aussi, et le Chardonnay. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, rien que la Syrah et le Cabernet Sauvignon font déjà plus du tiers du vignoble australien. Donc voilà, ça fait partie des cépages à bien avoir en tête. Alors après, on peut aussi s'intéresser au profil gustatif, c'est-à-dire à la manière dont s'exprime chacun des cépages. Faire un profil gustatif sur un cépage, ça veut dire que vous prenez le cépage et puis vous allez voir sur chaque étape de la dégustation comment il se caractérise. Par exemple, on peut évaluer la couleur. Est-ce qu'elle est très soutenue ou très pâle? On peut lister les principaux arômes qui sont liés au cépage. Et ensuite, on peut faire vraiment donc la partie gustative pure, c'est-à-dire parler du niveau d'acidité, niveau de tanin, niveau d'alcool, éventuellement le corps du vin. Alors là, dans cette deuxième question qu'on vous pose, donc je vais vous la lire, parmi ces cépages, lequel développe le plus d'acidité? C'est-à-dire que parmi ces cépages rouges qu'on a cités, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, on a certains cépages qui, par défaut, indépendamment du terroir ou du climat dans lesquels on va retrouver, qui vont avoir un niveau de fraîcheur et d'acidité qui va être plus élevé par défaut. Alors là, parmi les cépages cités, celui qui a le plus fort potentiel en acidité, c'est le Cabernet Sauvignon. Je sais que ça surprend un petit peu parce que très souvent, spontanément, vous citez le Pinot Noir, parce que le Pinot Noir, on le retrouve dans les climats plus frais. Le Pinot Noir, par rapport au Cabernet Sauvignon, il est plus précoce comme cépage. Un cépage précoce par rapport à un cépage tardif, ça veut dire qu'il a besoin de fraîcheur, alors que quand il est tardif, il a besoin de soleil, de maturité pour parvenir de soleil et d'ensoleillement. Enfin, de soleil d'ensoleillement, c'est un peu la même chose. De soleil et de chaleur. J'ai un peu de mal aujourd'hui. De soleil et de chaleur pour parvenir à sa maturité. Donc, le cépage précoce, comme le Pinot Noir, généralement, qui est sous les climats plus frais, il va spontanément développer plus de fraîcheur, qui est liée à la fraîcheur du climat. Mais en termes de profil gustatif pur, le Cabernet Sauvignon a un plus fort potentiel en acidité. Bien, alors on a parlé un petit peu des cépages. Ensuite, toujours sur l'Australie, qu'est-ce qui caractérise le climat de l'Australie et où va-t-on trouver le vignoble? Bon, c'est une question qui est un peu générique, un peu bizarre. Bon, au moment où je l'ai rédigé, je l'ai faite comme ça, donc on va faire avec. Donc, ce qui caractérise le climat de l'Australie, je pense que ce que j'attendais par rapport à ça, c'était de dire que il fait chaud. Il fait chaud parce que on a une latitude. On est vers les latitudes basses dans l'hémisphère sud, et une latitude basse, ça veut dire climat chaud. Donc, il fait globalement très chaud. Et puis, il y a
qu'une partie en Australie, où on va avoir un petit peu de fraîcheur de par la latitude, c'est la zone la plus méridionale de l'Australie. Vous vous souvenez, j'avais donné une carte de l'Australie avec les zones climatiques, et en gros, il y a une grosse partie du vignoble, enfin du pays en tout cas, pas du vignoble, du pays, qui est sous un climat désertique, aride. Quand on va sur la partie la plus sonore, on arrive sur des zones tropicales, voire subtropicales, mais c'est le sud qui est le plus tempéré et qui est adapté à la viticulture. Et puis je vous avais dit, de toute façon, c'est un peu le gros souci. C'est un peu le mot-clé sur l'Australie, c'est la dominante en tout cas en termes de climat, c'est la chaleur. Et du coup, quand on est sur un pays où il fait chaud, en termes de vignoble, on cherche une chose, la fraîcheur. Voilà, un podcast très simple, plein de bon sens. On cherche la fraîcheur. Et la fraîcheur, comment on la trouve ? Eh bien, on la trouve, déjà en allant vers le sud du pays, je vous ai dit, pour la latitude haute, comme on est dans l'hémisphère sud. On la recherche aussi par l'altitude, en allant dans les zones les plus montagneuses. Puisque quand on va en hauteur, par le biais du gradient thermique, on gagne en fraîcheur. Et puis, éventuellement, on peut aller à côté de l'eau aussi, à côté de l'océan, à côté de zones d'eau de manière générale. Parce que les zones d'eau, ça veut dire aussi que ça apporte une influence rafraîchissante, ça peut apporter des vents. Dans certains cas, l'eau est à l'origine de nuages, et qui dit nuage dit écran nuageux, qui protège en partie d'un ensoleillement direct et contribue donc indirectement à la fraîcheur. Donc voilà, pour répondre à cette question, c'était ce qui caractérise le climat de l'Australie, c'est chaud. Où va-t-on trouver le vignoble ? Là où c'est le plus frais, dans le sud. Ensuite, qu'est-ce qu'un GSM ? Alors, il faut voir le contexte du vignoble. Qu'est-ce qu'un GSM ? Alors, c'est un assemblage dont on parle à chaque fois qu'on parle des rouges australiens. GSM, ça veut dire, ça correspond au nom de chacun des cépages qui sont dans la bouteille sur laquelle vous avez GSM, c'est Grenache, Syrah, Mourvèdre. Et alors, j'avais parlé dans la masterclass du jeu des assemblages. Je vous avais dit, à chaque fois qu'il y a des raisins différents dans une bouteille de vin, dans l'encépagement, le principe c'est que chaque raisin a une personnalité, a des caractéristiques, et l'idée c'est d'unir ces caractéristiques pour aboutir à un certain équilibre. Exactement comme quand vous unissez deux personnes, qui travaillent sur un projet par exemple, qui ont des personnalités différentes. Alors faut que les personnalités collent, là c'est autre chose. Mais on peut avoir aussi une personne qui est plus spécialiste de tel domaine et une autre personne qui a plus une expertise sur tel autre domaine. Et donc, en assemblant les deux personnes, on va créer un tout qui va être plus fort de manière globale. Donc, je reviens sur les cépages, sur l'assemblage GSM, Grenache, Syrah, Mourvèdre. L'idée, c'est que dans cet assemblage, le cépage Grenache, petite baie qui a des taux de sucre qui grimpent très vite, il est là pour apporter le gras, la rondeur, l'alcool en fait. C'est lui qui développe les taux de sucre de manière très rapide. Et le Mourvèdre, c'est le M de GSM, il apporte une structure tannique. En général, le Mourvèdre donne des vins avec des tanins plutôt durs et gras, c'est-à-dire on les sent bien en bouche et ils tiennent bien. Donc l'alcool apporté par le Grenache est le bienvenu parce qu'il vient arrondir cette structure tannique. Et la Syrah, elle est là pour apporter un peu d'acidité, de la fraîcheur, et puis des arômes aussi très spécifiques. Donc c'est le principe des GSM. Alors là c'est la question suivante, la 5. Comment évolue la demande intérieure de la consommation de vin australienne ? Alors ça c'est de la question très ciblée. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Donc j'avais fait dans la masterclass tout un historique et puis j'avais parlé du contexte économique. Et puis je vous avais dit que la demande intérieure, globalement, pour répondre en un mot, elle augmente. Elle augmente, on a une hausse, quand on regarde la consommation en fait de vin par personne, elle augmente. Et puis, on voit aussi qu'on a une évolution dans la demande intérieure sur les styles de vin qui sont recherchés. C'est-à-dire que à la base, on avait un consommateur qui était demandeur de vin
alors entre guillemets facile à boire, c'est-à-dire avec de l'alcool, des trucs voilà assez doux, pas d'acidité, pas de tanin, un truc qui passe bien. Alors au passage, l'alcool passe bien. Hein, voilà. Le podcast n'est pas censuré à ce niveau, à ce moment du podcast. Quand je dis l'alcool passe bien, c'est parce que l'alcool participe à la douceur, à la rondeur, et il passe mieux que l'acidité ou que les tanins qui participent au côté austère du vin. Et quand le consommateur australien commence à ne plus être un nouveau consommateur, il va rechercher des vins qui soient plus complexes, avec plus d'acidité, plus de finesse, plus d'élégance, moins d'alcool, moins ce côté alcooleux. Donc la demande intérieure, elle augmente et elle évolue également en style. Et ensuite, on vous demande de citer quelques régions pour la production de certains cépages. Donc 2 régions pour la production de Syrah, 1 région pour la production de Cabernet Sauvignon, 1 région pour le Pinot Noir. Alors là, l'idée, c'est de citer les régions les plus connues. Enfin, si vous en connaissez d'autres, c'est très bien. Là, dans ce podcast, je vais vous citer un peu les régions de référence, sur lesquelles j'avais insisté d'ailleurs dans la formation. Alors, pour la Syrah, déjà dans l'Australie méridionale, on va dire the région avec une forte notoriété, c'est Barossa Valley. Et au-delà de l'Australie méridionale, donc une autre zone de production, c'est la Nouvelle-Galles du Sud, avec Hunter Valley. Hunter Valley, on le connaît assez bien, enfin là c'est bien. C'est connu aussi pour ses blancs à base de sémillon, mais on fait aussi de belles syrahs. Donc Hunter Valley, Barossa. Une région pour le Cabernet Sauvignon. Alors on peut partir sur l'Australie occidentale avec cette influence océanique, comme à Bordeaux, on va dire, avec la région de Margaret River, où on fait de très beaux assemblages bordelais, avec une certaine fraîcheur. J'avais cité aussi, là, sur l'Australie méridionale, Coonawarra, par exemple. Et ensuite, pour le Pinot Noir, donc là, la région qu'il faut citer, c'est les régions les plus fraîches, de Victoria. En particulier, par exemple, Yarra Valley. Bon. Je vous les cite comme ça. Si vous connaissez pas du tout l'Australie, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Si vous connaissez un petit peu, je pense que Barossa Valley, Yarra Valley, Margaret River, tout ça, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc on aime bien faire simple et donner des repères quand on étudie une région viticole, en associant en fait une zone viticole avec un cépage clé ou avec un type de vin. Donc là on procède comme ça, on dit Barossa, Syrah, Yarra, Pinot Noir, Margaret, Bordeaux, enfin Margaret assemblage bordelais, pour faire simple. Donc voilà pour ce petit quiz, en espérant qu'il vous ait permis soit de réviser, de se remettre en tête quelques notions sur l'Australie, soit si vous connaissez pas ce vignoble et si vous n'avez pas suivi la masterclass, qui vous a permis de vous donner une petite introduction sur ce vignoble dans ses grandes lignes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette masterclass. Alors là, c'est plus la masterclass actuelle, mais vous pouvez la retrouver sur le site des masterclass. Il y a un onglet qui doit s'appeler ancienne box ou ancien coffret, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie, mais c'est quelque chose dans ce style sur lequel vous pouvez retrouver toutes les masterclass. Alors la plupart du temps, vous allez pas les retrouver avec les vins, avec les coffrets de dégustation, parce qu'en général les coffrets de dégustation, on n'en a plus. Mais par contre, vous pouvez encore retrouver toute la partie théorique, la formation complète à suivre à distance, et également les vidéos de dégustation. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, et moi je vous retrouve sur un prochain podcast ou sur une prochaine formation. Je profite aussi de la fin du podcast pour vous faire un peu de propagande commerciale. Donc quelques annonces en tout cas sur des formations à venir. Vous avez à Paris, donc ça commence en octobre, donc je sais plus si c'est vers le 10 octobre, en cours du soir, vous avez le diplôme du CADV, certificat d'aptitude à la dégustation du vin. Donc ça se fait sur 5 semaines en cours du soir, donc c'est un soir par semaine, sur lequel on va voir toutes les techniques pour déguster le vin et voir qu'est-ce qui influence le profil des vins. Donc au-delà du cépage, les facteurs de terroir, de climat. On va travailler un peu aussi sur la manière de rédiger des fiches de dégustation de manière la plus précise possible. Donc voilà, ça commence en octobre à Paris. Sur la partie à distance, vous avez des nouvelles dates qui ont été mises en ligne pour le certificat sur les fondamentaux du vin, c'est le CFV. Sur le WSET, donc niveau 2 et 3.
Et puis sur le CCAVF, donc c'est le certificat sur les vins de France. Donc une nouvelle date qui a été mise en octobre et une autre qui commence en décembre. Donc le CCAVF, donc là c'est beaucoup plus, je veux dire beaucoup plus lourd. C'est pas très vendeur de dire ça, mais beaucoup plus long en tout cas à distance. C'est une formation qui dure 13 semaines ou 14 semaines, je crois. Faudrait que je vérifie un peu tout ça avant de vous faire le podcast, moi. Donc 13 à 14 semaines. Chaque semaine, vous avez un module de cours qui porte sur une région viticole et le but c'est d'approfondir chaque région viticole pour faire de vous des experts du vignoble de France. Sachez que à l'issue du CCAVF, donc certificat vin de France, vous avez un examen qui est fait et qui est proposé en ligne.